E250, E252, nitrite de sodium, nitrate de potassium. Ce sont des additifs qui, à l'origine, étaient utilisés pour travailler à la tôle, pour fabriquer du pigment. On utilise beaucoup de nitrite de sodium dans l'industrie aéronautique, par exemple, parce que ça réagit avec le fer. C'est des produits qui n'auraient jamais dû se retrouver dans nos assiettes. Jamais. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé et à votre scandale ce matin avec mon invité Guillaume Coudray. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est pas vous qui êtes scandaleux, hein. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste de quelques recoins oubliés de l'histoire des techniques alimentaires, réalisateur de documentaires et 5 ans après un livre qui s'appelait Cochonnerie, comment la charcuterie est devenue un poison, vous publiez Nitrite dans la charcuterie, le scandale chez HarperCollins. Et c'est vrai que même si 5 ans après, la prise de conscience des consommateurs a quand même beaucoup évolué, eh bien les industriels se sont réinventés, on va dire d'une certaine façon, pour reprendre une expression qui est à la mode. Oui, on a des industriels en France, des industriels de la charcuterie qui d'un côté ont commencé à fabriquer de plus en plus de charcuterie fabriquée sans additifs nitrés, mais en même temps, et c'est ça le scandale, ils continuent à vendre une énorme quantité de saucisses, jambons, produits halal, dans toutes sortes, avec des additifs nitrés qui donnent naissance à des composés problématiques parce qu'ils sont cancérogènes. Avec une question, pourquoi les additifs nitrés sont-ils encore utilisés ? C'est une énigme que vous croisez il y a plus de 15 ans alors que vous enquêtiez sur les études épidémiologiques conduites sur les îles Féroé. Qu'est-ce que vous avez constaté il y a 15 ans ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais un documentaire à l'époque. Donc, les îles Féroé, c'est un petit archipel qui est perdu au fond de l'Atlantique Nord entre l'Islande et l'Écosse. Et à ce moment-là, j'avais rencontré effectivement des épidémiologistes de très grand renom, américains, allemands, danois, qui travaillaient sur des maladies chroniques. Et j'avais été très étonné, mais d'abord intrigué, de voir que eux, ils s'intéressaient à des composés nitrosés. À l'époque, je ne connaissais pas ce nom, qui apparaissaient dans certaines charcuteries nitrées. Là aussi, c'était un mot que je ne connaissais pas. Ouais. Et c'est comme ça que j'étais tombé sur ces additifs, le nitrate de potassium, le nitrite de sodium. J'avais commencé à c'est les deux, hein, en fait. C'est ces deux additifs. Voilà. C'est ces deux additifs. C'est ça qu'il faut qu'on retienne quand on parle de nitrite, c'est de ça qu'on parle. Exactement. Nitrite de sodium E250, vous le voyez souvent comme ça sur les étiquettes. E252, nitrate de potassium. Et ce qui m'avait surpris quand j'avais commencé, et surtout quand, à partir de 2010, vraiment, ça a été mon occupation presque à plein temps, hein, de fouiller les archives, l'histoire des additifs, les charcuteries. Moi, ce qui m'avait étonné d'emblée, c'était que quand je parlais aux spécialistes de cancérologie, quand je lisais les articles scientifiques, tout était là, tout était acquis. Mais au niveau de la réglementation, au niveau des étiquettes, c'est comme si rien n'existait. C'est comme si la science n'existait pas et les industriels continuaient à utiliser ces produits alors que du côté des scientifiques, on savait que c'était dangereux. Alors, vous parlez d'additifs plutôt, pour être plus précis, nitrés. Voilà, additifs nitrés, donc mais ça vaut le coup de répéter, E250, E252, nitrite de sodium, nitrate de potassium. Alors, il faut expliquer. E249 aussi, non ? Non, ça c'est d'autres. En fait, en tout, dans la réglementation, il y a 4 additifs nitrés qui ont comme ça toute une série de numéros. Il y a nitrate de potassium, nitrite de potassium, nitrate de sodium, nitrite de sodium. La réalité, c'est que en France, en Belgique, nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on emploie, c'est nitrite de sodium, nitrate de potassium. On serait en Angleterre ou aux États-Unis, Philippe, on aurait chaque industrie chimique a ses préférences, on va dire. Et comme ce sont des additifs, il faut le rappeler, qui à l'origine étaient utilisés pour quoi ? Pour travailler à la tôle, pour fabriquer du pigment, pour travailler. On utilise beaucoup de nitrite de sodium dans l'industrie aéronautique, par exemple, parce que ça réagit avec le fer. C'est des produits qui n'auraient jamais dû se retrouver dans nos assiettes, jamais. Ça a été une sorte d'erreur
d'erreurs sanitaires, d'erreurs industrielles, de se dire, tiens, ces produits chimiques qui par ailleurs ont des capacités vénéneuses, c'était ça le mot technique à l'époque, ça veut dire des poisons, eh bien on va quand même les mettre à toute petite dose dans la charcuterie parce que ça a plein d'intérêts, ça permet, on en parlera tout à l'heure. Alors on dit qu'ils sont multifonctionnels aujourd'hui, c'est quoi leur fonction ? Voilà, multifonctionnels, ça veut dire qu'ils servent à plein de choses pour la fabrication, ça veut dire que ça dépend des produits. Alors peut-être que ça vaut le coup de préciser pour nos auditeurs de quel produit on parle. Par exemple, ça peut être aussi bien le saucisson de bœuf. Donc c'est un produit qui techniquement on dit non traité thermiquement. Ça veut dire que tout simplement il n'a pas été cuit, il a été séché, d'accord ? Donc ça c'est les produits saucissons de bœuf, ça va être plutôt des produits rouges foncés. Mais ça va être aussi les jambons de dinde, jambons de volaille. Alors bien sûr le jambon de porc, mais ça c'est bien sûr c'est jamais halal, mais y compris dans des produits halal, on va avoir par exemple jambon de dinde, jambon de poulet. Là c'est plutôt des produits traités thermiquement. Et là, il va être plutôt des produits plutôt rose clair. D'accord ? Donc, à quoi ils servent pour vous répondre ? Selon les produits, ils vont avoir différentes fonctions. Et ils vont avoir un bouquet de fonctions. D'abord, ils vont donner la belle couleur rose. Ça, c'est très important parce quand on est en magasin, on choisit avec les yeux. Pour vraiment prendre un exemple, c'est qu'à l'origine, on parlait de jambon blanc. Exactement. Le jambon était blanc. Bah oui, le jambon... Avant d'être rose, il était blanc. Exactement. Jambon blanc, il s'appelle jambon blanc. Jambon de Paris, à l'origine, il était pâle. Comme vos auditeurs savent bien, quand ils cuisent un morceau de viande, alors la viande, quand elle est fraîche, elle est rose. C'est vrai. Quand le mouton, le porc, la volaille, elle est naturellement rose quand l'animal sort de l'abattoir ou bien quand on vient de le tuer, etc. C'est rose. Quand vous le cuisez, la viande, elle perd cette couleur rose. Oui. Tout devient, en fait... Alors là, je parle de, par exemple, quand vous le faites bouillir, la viande, le cochon ou bien la volaille, elle devient grise ou marron. Si vous faites un rôti de porc, par exemple, vous allez l'acheter, il est rose, vous le faites dans une casserole, il va devenir gris. Quand vous l'amenez sur la table, il est gris. Pareil, le poulet, quand vous achetez les filets de poulet, c'est plutôt rosé. Oui, c'est rosé. Voilà, légèrement rosé. Ouais. Pourquoi c'est rosé ? C'est parce qu'il y a du fer dedans, il y a de l'hème, d'accord ? Et quand vous le faites cuire, par exemple, si vous le faites bouillir, il va devenir blanc, gris, couleur ardoise, disent les techniciens, couleur slate en anglais, couleur ardoise. Eh bien, pour éviter que ça devienne gris, parce que les industriels considèrent que c'est pas super appétissant. C'est pas vendeur le gris. Voilà, c'est moins attractif, c'est moins séduisant que ce joli rose parce que on est un peu programmé intellectuellement dans notre tête. On continue à penser puisque si c'est frais c'est rose, donc ça veut dire que c'est plus frais. Non, c'est une erreur. En fait, puisque puisque c'est rose, c'est pas frais. Exactement. C'est ça qu'il faut penser en fait. Exactement. Ouais. Puisque c'est rose, c'est pas naturel. Je dirais, c'est ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel, oui. Ce rose-là, pour un produit cuit, pourquoi j'arrive pas à faire ça chez moi ? Pourquoi quand moi je cuis... J'arrive pas à fixer la couleur. Exactement. Ce côté fixatif, c'est justement une des fonctions quand vous allez chercher les brevets ou bien les autorisations administratives à l'origine des additifs nitrés, eh bien les brevets ou bien les textes, les décrets américains qui ont autorisé ça à l'origine disent c'est color fixative en anglais. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que ces additifs dont on parle ce matin ne sont pas eux-mêmes cancérogènes. Exactement. Vous pouvez très bien... C'est quoi le principe alors ? Alors, le nitrate, donc nitrate de potassium, nitrite de sodium, en eux-mêmes... Alors, je voudrais d'abord, Philippe, si vous le permettez, souligner un point. Il y a un peu une confusion au niveau de même des fabricants. Ils se disent, on appelle ça du sel nitrité. C'est la même chose. Nitrite de sodium, c'est du sel dans lequel on a mis du sel nitrité, c'est du sel de cuisine dans lequel on a mis du nitrite de sodium. Donc ça existe vraiment ? Ah oui, ça existe vraiment. Vous pouvez acheter, vous allez chez un fournisseur de fabrique de charcuterie, vous achetez des gros sacs de 5 kilos de sel nitrité, c'est du sel de base, du sel de cuisine,
du sel même de mer, des fois, dans lequel on a mis un peu de nitrite de sodium. Et c'est vendu dans des sacs spécifiques, des sacs jaunes, où il y a marqué sel nitrité sodique. Et c'est un sel qui n'est pas comme le sel normal. Souvent, les fabricants, parce qu'ils ont été sur Internet, je veux dire un petit artisan par exemple, il n'est pas toujours au courant que le sel et le sel nitrité sodique, c'est quand même deux produits qui ont des caractéristiques bien différentes. Le sel nitrité sodique, il est spécifiquement réservé à la fabrication des charcuteries. En Angleterre, aux États-Unis, on l'appelle aussi du pinking salt, du sel rosissant. C'est-à-dire qu'il donne la bonne couleur. Il allonge la durée de conservation. Il favorise la fabrication très rapide de ces charcuteries. Mais qui achète ça ? Enfin, il n'y a pas de particulier qui achète ça. Alors en France, on peut imaginer. De toute façon, moi, je déconseille la fabrication chez soi de, je veux dire, charcutier, fabricant de viande. C'est forcément des industriels qui achètent ça. Enfin, ce genre de produit. Pas que des industriels. Non. Ça peut être des petites PME. Ça peut être des gens qui ont envie de fabriquer. Bon, après, est-ce que c'est recommandé ? Moi, je pense pas que ce soit. Si vous voulez fabriquer des produits alimentaires à base de viande quand on s'y connaît pas. Soit on applique des recettes qui nous viennent de la grand-mère, etc., et on sait exactement ce qu'on fait, quelles conditions. Vous savez, certains de vos auditeurs le savent bien. Par exemple, il y a des techniques pour fabriquer de la viande séchée. Je pense à une technique, ce qu'on appelle le cadide. La viande. Il a bossé. La viande. Comment on prononce le khadid ? Comment vous écrivez ça ? Moi, je dirais du cadide. Mais d'après mes amis, on dirait plutôt du cadide. Ouais, bon, cadide. Alors comment on fait ça ? Par exemple, je parlais à des gens du sud tunisien, qui me disaient alors on prend de la viande de bœuf, des épices, du curcuma. Avec des pouvoirs antioxydants très intéressants, du sel, 2-3 jours de séchage. Après, on le plonge dans l'huile, on le ressort. Bon, et après, ça se conserve pendant des mois et des mois et des mois. Ouais. Bon, ça, c'est une technique traditionnelle pour conserver, par exemple, après l'Aïd, vous conservez les restants de viande qui vont vous rester, vous gardez ça un mois dans l'huile. Ouais. C'est un mélange de conservateurs naturels, de sel, de séchage, puis d'huile dans le bocal qui permet de conserver ça naturellement pendant des mois et des mois. Voilà, on parle de charcuterie ce matin et de nitrite dans la charcuterie. Le scandale, c'est la nouvelle enquête de Guillaume Coudray, qui aime beaucoup ce sujet-là d'ailleurs, plus de 15 ans, et ce qui fait que vous êtes devenu un historien finalement de l'histoire de la charcuterie. Longtemps, ceux qui mangent halal se sont crus protégés justement de ces fameux nitrites, puisque ça concernait essentiellement les jambons, mais on s'est rendu compte que ces procédés de conservation étaient aussi utilisés dans les produits halal. Exactement. En fait, les charcuteries du type jambon, saucisson, ou même ce qu'on appelle le kachir, c'était pas des produits vraiment traditionnels. Par exemple, du Maghreb. C'est pas, si vous remontez, c'est des produits vraiment qui ont été, je voudrais pas dire imposés, mais qui ont été proposés par la relation avec les traditions gastronomiques françaises. Et on a eu le sentiment que ça valait le coup de proposer à la population halal des produits de tradition française, type jambon, saucisson. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que ces produits, quand on a commencé à les fabriquer, on savait très bien que l'usage des additifs nitrés posait problème. On n'aurait jamais dû commencer à proposer aux populations qui mangent des charcuteries halal des produits fabriqués avec ces additifs, alors qu'on connaît leur effet cancérogène. Mais dans les blancs de poulet halal et dans les jambons de dinde halal, il y a des nitrites ? Il faut regarder l'étiquette, Philippe. Il faut regarder, dans la plupart, moi, ce que je vois dans les rayons, je regrette de le constater, mais la situation est encore plus déplorable que dans la situation des charcuteries tout public, on va dire. Pour une raison toute simple, c'est que entre le premier livre que j'avais fait sur la question il y a 6 ans, vous le rappeliez tout à l'heure, et maintenant, beaucoup de charcutiers industriels ont commencé à faire 2 gammes.
deux gammes. Vous avez ça chez tous les grands fabricants français. Vous avez à la fois une gamme sans nitrite et une gamme avec nitrite. Malheureusement, le segment halal reste à la traîne. Et on trouve trop souvent, à la fois par exemple du cachir, à la fois des jambons de dinde, des jambons de poulet, des saucissons de bœuf, tout ça tranché, très beau, faut reconnaître, à l'œil c'est très beau, même sur la langue c'est bon, sauf que malheureusement il y a à l'intérieur, pour la fabrication, ces additifs nitrés qui donnent naissance, parce que peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Voilà, sur la question que je vous posais tout à l'heure, ce ne sont pas ces additifs nitrés qui sont par eux-mêmes cancérogènes, c'est un autre procédé. Exactement. Qui lui l'est. Exactement. Le nitrate et le nitrite, si vous le donnez à des humains ou à des rongeurs dans les textes expérimentaux, en lui-même, il ne va pas provoquer le cancer. Donc, comme vous le dites, le nitrate, le nitrite, quelle que soit la dose, après, ils peuvent poser d'autres problèmes, j'en parle dans le livre, mais eux-mêmes... On parle de cancer, là. Voilà, et eux-mêmes... notamment du cancer de l'estomac et du cancer colorectal. Exactement. Le problème, c'est que ce nitrate et ce nitrite, ils réagissent, parce que c'est des substances instables. C'est des substances... Nitrate et nitrite, c'est des substances chimiques, tout simplement. C'est des poudres. Bon, des poudres chimiques. L'autre nom, on l'appelle aussi salpêtre, d'accord ? Pour le nitrate. À l'origine, c'était pour fabriquer des explosifs. D'accord ? Vous vous souvenez peut-être, regardez, nitrate d'ammonium à AZF, il y a très très longtemps, qu'est-ce qui avait explosé à Toulouse ? L'usine toulousaine. Voilà, sur le port de Beyrouth, il y a 2 ans, qu'est-ce que c'est qui a explosé ? Du nitrate d'ammonium. C'est ces substances qui sont... Alors, je dis pas que c'est du nitrate d'ammonium qu'on met dans nos charcuteries. C'est du nitrate de potassium. Mais cette substance nitrate en elle-même, elle est réactive, elle est instable. Les chimistes expliquent elle a tendance en fait à se dissocier et elle donne du nitrite. Et le nitrite, comme vous le disiez, on va pas faire un cours de chimie là à l'antenne, c'est pas le moment. Mais en gros, ce nitrite, il se décompose et il donne naissance à un gaz qu'on appelle de l'oxyde d'azote, les Anglais appellent ça du NO, nitric oxide, et ce NO, lui, il va aller réagir avec tout ce qu'il trouve, des protéines, des substances qui sont dans la matière carnée, ou lors de la cuisson, ça va réagir aussi, et ça va donner naissance à toute une panoplie de composés nitrosés, et c'est eux qui sont cancérogènes. Ces fameux composés nitrosés. Alors, il y a le nitrosamine, le nitrosamide, le nitrotiol, on dit tiol ? Nitrosotiol. Voilà, nitrosotiol et le fer nitrosyle. Exactement. Et le pire, fer nitrosylé. Ouais. Fer nitrosylé. Les plus connus depuis le plus longtemps, c'est les nitrosamines. Et eux, ils apparaissent à la cuisson, par exemple. Si vous avez la mauvaise idée de faire cuire des petits lardons traités au nitrite et que, par exemple, ou bien que vous mettez à cuire des saucisses, des knacks de poulet traités au nitrite et que vous mettez ça à cuire un peu trop proche des braises. Donc, le nitrite, on le retrouve dans les knacks, les knacks de poulet. Oui, que vous donnez aux gamins. Alors, il faut regarder les étiquettes. Il y en a certains. Il faut vraiment se transformer, avoir sa loupe dans les supermarchés, regarder à la loupe, regarder les étiquettes, tourner l'étiquette, prendre le temps, ou utiliser l'appli Yuka qui est très, vous savez, l'appli Yuka qui justement, vous connaissez cette appli de anti-malbouffe, on va dire. Oui, et vous expliquez dans votre livre justement comment les industriels de la charcuterie ont essayé de faire plier Yuka. Exactement. Mais c'est un procès qui est encore en cours. C'est-à-dire qu'ils les ont collé contre Yuka plusieurs procès, plusieurs procédures qui sont encore en cours. Heureusement, en novembre dernier, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a donné raison à Yuka. Après, les industriels ont ouvert une procédure en cassation. On va voir le résultat. Il y a plusieurs procédures où en ce moment certains industriels et même le lobby des charcuteries attaquent Yuka, essayent en fait, on a l'impression, c'est ce que disait en tout cas Axel Kahn, qui était le président de la Ligue contre le cancer, ils essayent un petit peu peut-être d'empêcher Yuka de dire des éléments qui sont pourtant importants pour les consommateurs. Savoir que la consommation de charcuterie nitrée
comme l'a souligné notre agence santé qui s'appelle l'ANSES dans un rapport de juillet dernier, juillet 2022, 12 juillet 2022, notre plus haute autorité de santé, l'ANSES, a bien confirmé, après la publication d'un épais rapport et d'un épais avis scientifique, avec les meilleurs experts français, a bien souligné que oui, l'utilisation des additifs nitrés, à cause des composés nitrosés, était bien liée à une recrudescence de cancer du côlon et du rectum. Le côlon, c'est l'intestin. Et le rectum, c'est la partie qui suit le côlon, c'est la fin du tube intestinal, en fait. C'est cette partie où ce qu'on a mangé stationne. Après que ça a été digéré, ça stationne. Et là, ça reste en contact avec la muqueuse. Et voilà, il faut souligner qu'est-ce que c'est le cancer du côlon et du cancer du rectum, ce qu'on appelle le cancer colorectal. En tout, je ne dis pas que tout est causé par la charcuterie, mais en tout, en France, rien que pour la France, c'est 43 000 nouveaux cas par an. 23 000 chez les hommes, 20 000 chez les femmes. 17 000 morts par an en France pour ce cancer du côlon, du côlon et du rectum. C'est le premier cancer chez les non-fumeurs. Bien, cette question des additifs nitrés ne concerne pas que les jambons, ça concerne également les jambons de dinde, les jambons de poulet, les produits knackés, les saucissons. Est-ce que dans les produits halal qui sont vendus aujourd'hui, quand il y a une utilisation de produits nitrés, c'est forcément marqué sur l'étiquette ou pas ? Malheureusement, ce que je raconte dans le livre, j'ai fait l'avant-dernier chapitre justement sur est-ce qu'il existe des produits avec a priori, nitrite, voilà, non, oui, avec nitrite sur lesquels c'est pas indiqué. Exactement. Ouais. Donc c'est tout un dossier assez scandaleux et conflictuel, c'est-à-dire que il y a des petits coquins, des petits malins, j'ai envie de dire, ça serait ça serait mieux, des petits malins qui s'amusent visiblement à fabriquer des produits avec nitrite, mais qui préfèrent ne pas le mettre sur l'étiquette. Mais qu'est-ce qu'ils mettent à la place ? Ils ont trouvé des façons de mettre du nitrite sans avoir besoin de mettre soit le chiffre que je vous disais tout à l'heure, E250 ou E252, soit même le mot nitrite de sodium, nitrate de potassium ou salpêtre. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils mettent une poudre magique à base d'extraits riches en nitrate, plus des ferments, ça veut dire par exemple des staphylocoques, qui, eux, par une réaction, vont donner naissance à du nitrite. Et ça s'appelle comment alors ? C'est là où ça devient compliqué malheureusement et que c'est compliqué. Il faut se transformer. C'est compliqué ou vous voulez pas le dire ? Non, je peux tout à fait le dire. Je le dis dans le livre, donc je peux le dire à l'antenne. Voilà. C'est-à-dire que il y a c'est pas simple de le repérer. C'est pour ça que je tourne un peu. Non, mais non, parce que je vous vois tourner autour du pot. Voilà. Non, je tourne pas autour du pot, c'est que c'est pas simple de le repérer. C'est-à-dire, et c'est fait pour ça. C'est fait justement pour faire que ce soit non repérable. Donc, c'est pas. Donc, comment vous pouvez le repérer ? Il faut traquer les étiquettes. Donc, c'est pas sur le devant, mais c'est à l'arrière souvent, d'accord ? C'est dans les compositions, c'est souvent écrit en petit. Vous allez trouver, par exemple, jus de bête, B-E-T-T-E-S, ou jus de blette, B-L-E-T-T-E-S, c'est le même légume. Jus de blette ou jus de bête, extrait de bête, extrait de blette. Non, c'est une sorte le bête ou blette, c'est le même légume, c'est une sorte de légumes à grandes feuilles vertes, alors qu'on fait pousser souvent sous donc c'est une préparation spécifique, c'est un peu technique. C'est très malin, c'est très astucieux. C'est pas très très clean, pas très propre, j'ai envie de dire, même vis-à-vis de la confiance du consommateur. C'est une petite astuce. Comment ils font ? Ils font pousser, certains fabricants d'additifs font pousser sous serre souvent des légumes à grandes feuilles vertes. Donc, blette, bête, ça peut être aussi du céleri, ça peut être aussi certaines formes de laitue, dans lesquelles ils enrichissent ça en nitrate souvent. Donc, ce légume va avoir une haute teneur en nitrate. Après, ils réduisent ça en poudre. Ça fait une poudre à haute teneur en nitrate.
Mais ils disent, c'est du nitrate de source naturelle. Et ce nitrate, ils le mélangent avec les ferments dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple des staphylocoques. Ouais. Et ça, il y a une réaction entre la bactérie ou entre le staphylocoque et le nitrate qui donne du nitrite. Voilà, je reçois Guillaume Coudray ce matin qui est devenu en 15 ans un véritable expert de cette histoire de la charcuterie. Expert, historien, vous êtes allé dans les coulisses, vous avez regardé les archives et vous avez compris beaucoup de choses sur les magouilles de ce milieu et vous publiez Nitrite dans la charcuterie, le scandale. C'est une enquête qui est publiée chez HarperCollins. Alors c'est vrai que votre première enquête avait déjà éveillé le consommateur sur la façon dont il se nourrissait et aujourd'hui vous enfoncez le clou avec cette question obsédante, c'est pourquoi ces fameux nitrites ne sont pas, additifs nitrés, ne sont pas interdits carrément. Est-ce que vous arrivez à comprendre ? Est-ce que ce sont les lobbies qui arrivent à ne pas les faire interdire ou finalement, en Europe, on s'en moque un peu ? Oui, on s'en moque plus qu'un peu. C'est pire que ça, Philippe. C'est qu'en fait, vous savez, 12 juillet 2022, je le disais tout à l'heure, l'ANSES, notre agence santé, publie un rapport sur la cancérogénicité spécifique des additifs nitrés dans la charcuterie. Le même jour, le gouvernement publie un communiqué en disant on va faire des groupes de travail immédiatement qui vont se réunir là, tout le mois de juillet et à l'automne, on aura un résultat. Un plan de réduction des additifs nitrés ou de suppression à chaque fois que c'est possible. Sauf erreur de ma part, nous sommes maintenant à la fin de l'hiver 2023. Ce fameux plan n'a toujours pas été publié. Rien ne se passe. Pire que ça, le ministre de l'Agriculture a fait savoir il y a quelques jours dans la presse, dans Libération, que en fait, oui, ils vont publier leur plan de réduction des additifs nitrés dans quelques semaines. Par qui l'écrit ce plan de réduction ? C'est quasiment le lobby et les conseillers du lobby qui l'écrit. C'est le ministre de l'Agriculture. Mais c'est-à-dire, moi, j'arrive pas à comprendre ça. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent que les Français soient exposés aux additifs cancérogènes. Ce qu'ils veulent, c'est servir les intérêts des industriels de la viande. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les industriels de la charcuterie faisaient 2 gammes, qu'ils fabriquaient 2 gammes. Une avec les additifs nitrés, une sans. Donc ça veut dire qu'on peut faire sans. Oui, on peut faire sans. Pourquoi on ne fait pas tout le temps sans ? Parce que... Quel est l'intérêt, finalement, d'empoisonner les gens ? Alors moi, je dirais pas empoisonner les gens, parce que empoisonner, ça a une définition légale très spécifique. Donc il s'agit pas, il n'y a aucun industriel. C'est la dose qui fait le poison. Enfin, il n'y a aucun industriel, Philippe, aucun fabricant qui se réveille le matin en se disant, je suis content, je me frotte les mains, il n'y a pas de Gargamel. Vous voyez ce que je veux dire ? Milliers d'études qui existent sur l'impact de ces substances. Donc aujourd'hui, elles arrivent toutes à la même conclusion. Donc finalement, c'est pas parce que en fait, c'est sur le long terme que ça vous, je mets des guillemets, s'empoisonne. C'est sur le long terme que, au fur et à mesure, cette exposition répétée donne plus de cancer colorectal, mais, et ça j'insiste, ça c'est des données récentes, nouveautés par exemple, que je raconte dans le livre, c'est les travaux de l'INSERM qui soulignent que c'est pas seulement le cancer du côlon, pas seulement le cancer du rectum, il y a aussi des corrélations claires, encore à confirmer du point de vue de l'ANSES, mais qui étaient déjà dans des études antérieures avec le cancer du sein chez les femmes, avec du cancer de la prostate chez les hommes, mais mieux que ça, pire que ça j'ai envie de dire. Maintenant, les dernières études de Nutrinet Santé, cette grosse étude sur des milliers de Français qui ont tout type de régime alimentaire montre qu'il y a, ça c'est des données publiées au cours de l'année 2022, qu'il y a maintenant, on voit des corrélations très nettes entre la consommation d'additifs nitrés et l'hypertension artérielle, ça veut dire des maladies cardiaques, et on voit également des corrélations très nettes avec le diabète de type 2. C'est-à-dire le diabète de type 2, c'est un diabète qu'on acquiert au fil de sa vie lorsqu'on a un régime alimentaire spécifique. On est aujourd'hui face à une pléthore, une multitude
Il n'y a aucun travail supplémentaire à faire. Jérôme Santolini, qui est l'un des meilleurs experts français, qui était expert à l'ANSES, qui est prof, qui est expert au Centre d'études atomiques sur ces questions, l'a très bien dit dans la mission parlementaire du député Ramos. Il y a eu une mission parlementaire pendant 1 an et demi sur ces questions d'additifs nitrés. Santolini est venu l'expliquer. Il a dit, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire des études supplémentaires pour savoir. Ce qu'il faut, c'est agir, c'est, comme le disaient les autres experts, interdire ces additifs nitrés. Mais ce que disent les industriels, c'est, eux, ils bottent en touche, ils jouent la montre, ils veulent gagner du temps, ils disent... Continuons à faire des études. Et malheureusement, moi je trouve ça pathétique, honteux, déplorable, tous les mots que vous voulez. Il y a malheureusement certains scientifiques qui ont besoin d'argent et qui sont d'accord pour dire oui, allez, moi je m'en charge, je vais faire des études supplémentaires. Comme ça va permettre de gagner un peu de temps. J'ai l'impression que c'est souvent ça. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de se camoufler parce qu'il y a beaucoup de transparence, il y a les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça se voit beaucoup plus. Vous vous êtes intéressé au bio. Ah oui, alors le bio, n'en parlons pas. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que finalement le bio, c'est là où, d'une certaine façon, il y a plus d'emploi de ces additifs nitrés. Je dirais pas plus. Je dirais pas plus. Je dirais que c'est plus scandaleux. Je dirais que c'est plus scandaleux parce que ce que je raconte avec l'éditeur, on a décidé de faire le dernier chapitre sur la question. C'est à l'origine. Donc j'appelle ça le scandale dans le scandale. À l'origine, ce que je raconte en détail dans le bouquin, c'est que le bio en Europe, il n'y avait pas d'additifs nitrés. Les fabricants en France et de charcuterie bio, à l'origine, ils n'utilisaient pas d'additifs nitrés. Comme on faisait le jambon à Bayonne, moi j'adore le jambon de Bayonne. Bon voilà, c'est mon vice, on va dire. J'adore le jambon de Bayonne. S'il y a que celui-là, écoutez Guillaume, on peut en parler. Mais bon. Bon, j'adore le jambon de Bayonne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de fabricants de jambon de Bayonne qui recommencent à faire du jambon de Bayonne sans nitrate, sans nitrite. À l'ancienne, voilà. C'est génial. Ouais. Mais par exemple, à l'origine, en bio, il n'y avait pas d'usage d'additifs nitrés. Y compris dans le jambon cuit, il n'y avait pas d'additifs nitrés. Malheureusement, à un moment, sont arrivés les industriels qui se sont dit, nous, oh là là, le bio, c'est porteur, on va commencer à faire du bio. Et eux, ils voulaient pouvoir mettre du nitrite. Ce que je raconte, c'est que, par exemple, la Commission européenne, toutes les instances ont dit, mais c'est pas normal d'utiliser du nitrite dans le bio, il faut l'interdire. Les directives européennes n'ont jamais été respectées. Et là, c'est pour ça que j'ai appelé ça le scandale dans le scandale. C'est qu'on a les services du ministère de l'Agriculture, on a l'impression, quand vous leur parlez au téléphone, on a l'impression qu'ils sont en train de lire les fiches que leur a communiqué le lobby. C'est complètement honteux. Ils disent on peut pas s'en passer des additifs nitrés. Je leur dis mais attendez, comment ? À cause du botulisme. Attendez, le botulisme, Philippe, ça a été effectivement l'argument clé. Depuis 15 ans, les industriels disent attention, hygiène. Si on met pas d'additifs nitrés, il va y avoir du botulisme, tout le monde va mourir du botulisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Les derniers chiffres, je les cite dans le livre, les derniers botulisme, attention, hein, c'est sérieux. Et c'est pour ça. Si on mourrait, on est longtemps mort du botulisme. Non mais on peut encore. Il y a encore tous les ans en France des gens qui consomment des produits fabriqués au-delà de leur date de limite de consommation, mais ça peut concerner les derniers morts du botulisme en France. Il y a, alors je le cite dans le livre, il y a eu par exemple une famille serbe qui avait mangé des salaisons qu'ils avaient rapportées, des salaisons artisanales qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes en Serbie, qu'ils avaient ramenées dans leur bagage et qui étaient mal fabriquées. Oui, il y a eu quand c'est mal fabriqué par des gens qui s'y connaissent pas, il y a un risque de botulisme. Pareil, les derniers morts, par exemple, une femme qui avait mangé alors elle n'était pas morte heureusement, mais elle était gravement intoxiquée. Une femme qui avait mangé de la soupe de légumes de fabrication industrielle au-delà de la date limite de consommation. Botulisme. C'est vous parce qu'on dit toujours, vous pouvez dépasser la. Ça dépend des produits. Ouais. Ça dépend des produits. Il faut faire. Vous risquez rien. Si on risque, il y a toujours des risques avec l'alimentation. Il y a toujours des risques. Si un produit est fabriqué sans hygiène, s'il n'est pas conservé au froid, il y a toujours des risques. On l'a vu avec les scandales d'intoxication alimentaire cette année. Longtemps, la France a dit non
à ces additifs nitrés. Il a fallu attendre 1964 pour que finalement elles disent oui. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué pour les Français de dire non aujourd'hui, de dire non, nous on va revenir à la fabrication de chez nous, des produits de notre terroir. C'est que, alors, vous savez... On était plus courageux en 64 ? Ce que je raconte dans le livre, c'est l'histoire. Moi, ma formation initiale, c'est de la science administrative. C'est de comprendre, en fait, c'est de l'histoire des charcuteries, l'histoire des normes sur les charcuteries. Donc moi, j'ai passé énormément de temps dans les archives pour comprendre comment avait été prise cette décision en 1964 d'autoriser le sel nitrité sodique, c'est-à-dire le nitrite de sodium. Et moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi, à une époque, on avait les coronesses de le faire, on était assez courageux pour dire un non. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on peut pas l'interdire ? On peut l'interdire, vous savez, mais il n'y a pas la volonté, parce que Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, écoute des conseillers. On a l'impression que ils ont leur téléphone collé au lobby. Oui, mais quand on parle des lobbies, mais les lobbies, ils donnent de l'argent au gouvernement. Non, parce que vous comprenez, à un moment donné, il y a toujours un intérêt. En fait, c'est du business qu'ils font. Oui, c'est du business, mais que voulez-vous ? Il se trouve que les associations de consommateurs ou les consommateurs ou les futures victimes du cancer, elles n'ont pas d'organisation, elles ne sont pas capables. On n'est pas organisé en tant que consommateur. Alors, il y a les médias, il y a vous, il y a la presse, il y a la télé. On peut juste sonner l'alerte. Mais de l'autre côté, on l'a vu pendant la mission parlementaire de Ramos, les lobbies sont là. Il y a des millions qui vont dans des boîtes de lobbying qui, eux, ont des contacts. Vous savez, le lobby de la charcuterie, il vient de recruter. Là, elle va prendre la présidence du lobby dans 2 semaines maintenant. Une ancienne députée LREM, macroniste. Alors que voulez-vous ? Quand on prend des politiques pour diriger le lobby, vous pensez bien que ces gens-là ont un carnet d'adresses assez riche. Non. Aujourd'hui, quand sur un emballage, on voit produit sans nitrite, sans sel nitrité, c'est vrai ? Alors encore une fois, il faut faire attention. Il y a certains... Croit ou pas ? Ouais. Mais c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'aimerais vous dire que c'est vrai, mais j'en ai vu encore cette semaine, par exemple, du saucisson sec. Il y avait marqué dessus sans sel nitrité. Sauf que vous le retournez, vous allez voir l'étiquette, il y a marqué salpêtre. Ah, mais oui, mais alors, et c'est là-dessus, il est où le lobby ? Il est que les personnes de la répression des fraudes, la DGCCRF au ministère des Finances, s'endorment, ferment les yeux, font semblant de ne rien voir. De toute façon, ils sont de moins en moins nombreux. On est d'accord. C'est passionnant, votre enquête, Guillaume Coudray, nitrite dans la charcuterie, le scandale, l'enquête choc pour tout savoir sur les charcuteries, les nitrites et le cancer chez HarperCollins. Vous êtes maintenant des consommateurs éclairés. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous réécouterez cette émission qui se réécoute très bien en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.